Allô, allô, allô. Salut tout le monde, connectez-vous au live. Petit live de 2 heures aujourd'hui pour parler des études au Canada en 2025, immigrer au Canada en 2025, résidence permanente en 2025. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, est-ce que ça en vaut toujours la peine, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. En tout cas, c'est ça. Non, on va pas prendre d'invitation tout de suite, on vient à peine de commencer quoi. Salut tout le monde, salut, salut, salut. Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont au Canada présentement dans le live? Y a-t-il des personnes aussi qui veulent étudier au Canada pour 2025? Allô, allô, allô. Vous me suivez de où? Il est quelle heure chez vous? Je sais que faire un live à 10 heures du matin, il doit être 16 heures ailleurs dans le monde. De quoi parle le live? Le live parle des études au Canada en 2025. On peut parler aussi de tous les sujets. D'autres sujets qui vous intéressent, quoi. Si vous n'êtes pas intéressé par les études. Mais on parle des études au Canada. Bonjour, c'est pas Alice, c'est Alliance. Mais bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai laissé l'école depuis... Ah, c'est pas grave. Si tu as laissé l'école là, c'est quoi tu fais maintenant? Oh? Bonjour Jules, bonjour. Tu fais graphiste. Ok. Études plus travail à temps plein, c'est possible. Études plus travail à temps plein, si tu étudies à temps plein, ça va être compliqué. Hein? Allô? Salut? Allô? Ça va? Tu voulais étudier au Canada, mais tu n'as pas d'argent. Il faut chercher l'argent. Bonjour, t'es camerounaise? Non, je ne suis pas camerounaise. J'ai eu refus pour le Canada 3 fois. Hey! 3 fois là, qu'est-ce qui n'a pas marché, papa? 3 fois là, pour quel motif? Est-ce que c'est le même motif 3 fois ou bien c'était des motifs différents? Qu'est-ce qui s'est passé? Salut notre clinicienne. Salut Willy. Allô tout le monde. Salut. Comment vous allez? Il est quelle heure chez vous? Vous faites quoi? Moi, je suis éducatrice. Enchantée. 17 heures au Cameroun. Ah, ok. Donc, c'est une bonne heure, quoi. Les gens ont déjà quitté l'école. Le travail est déjà fini. Donc, on peut papoter un peu. Ça tombe bien. Moi, j'ai un peu de disponibilité ce matin. J'ai 2 heures pour discuter. Donc, je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live sur TikTok. On va aller discuter un peu de tout, de rien. Des études au Canada comme thème. Parce qu'il faut mettre quand même un thème sur TikTok. Mais sinon, on va discuter de tout et de n'importe quoi. Est-ce qu'avec 5 millions, on peut étudier au Canada? Bon, 5 millions de quoi? De francs CFA? 5 millions de dollars? Je ne sais pas. À Lyon, très ravissante. Merci. Quelle ville? Je suis au Québec. Quelle nationalité maintenant? C'est quoi l'important? Tu veux m'épouser? C'est quoi? Je viens d'ici et d'ailleurs, comme on dit ici au Québec. Et je suis à Québec. Salut tout le monde. Oui, francs CFA. Bon, 5 millions de francs CFA là. Je sais même pas ça fait combien en dollars canadiens en fait. Il y a Aïda TV. Merci beaucoup pour la fleur. Merci. Je vis au Bénin. Le motif de refus que j'ai eu sont les motifs qu'ils ont toujours l'habitude de donner. Mais quel motif qu'ils ont toujours l'habitude de donner là? Moi, je ne sais pas. Il y a plusieurs. Ils vont dire qu'on n'est pas convaincu que tu vas retourner dans ton pays. Ou les frais, la preuve de capacité financière sont... j'ai oublié le terme exact qu'ils écrivent là. Mais ils disent que les frais que tu as démontrés ne sont pas suffisants pour te prendre en charge
et payer tes frais de scolarité. Deuxième motif, c'est que tu n'as pas bien démontré les liens de parenté au pays. 5 millions, ça fait 11 321 $. Bon, 11 321 $, franchement, c'est pas assez pour étudier au Canada. Aidez-moi à rejoindre mon fiancé, on cherche un moyen. Hey! Comment faire pour s'inscrire dans le programme d'enseignement canadien en tant qu'étudiant? Programme d'enseignement canadien. Ok. Tu veux faire un programme d'études pour devenir enseignant? Ce que tu dois faire, c'est faire une demande d'admission à l'université dans un baccalauréat en enseignement primaire, secondaire ou je ne sais pas quel niveau tu veux faire. Si tu obtiens l'admission, tu viens, tu commences ton programme d'études. Quand tu es diplômé, tu suis les différentes procédures pour pouvoir obtenir ton droit d'exercer comme enseignant, quoi. Mais tout cela aussi, ça dépend de quelle province. Par exemple, pour devenir enseignant au Québec, ça ne sera pas la même chose pour devenir enseignant au Nouveau-Brunswick ou, je ne sais pas, en Alberta, quoi. Chaque province a ses spécificités. Peut-on rester plus de 2 ans sans aller à l'école? C'est quoi le risque? Bon, tu peux rester 2 ans. Invitation envoyée, comment? J'ai envoyé invitation, comment? À qui? Et? Non, pas d'invitation. Excusez-moi. J'ai cliqué n'importe où, j'ai envoyé une invitation, alors je sais même pas c'est quoi. Oui, on peut rester 2 ans sans aller à l'école, mais quand on va faire la demande d'admission, il faut qu'on justifie ces 2 ans qu'on a passé sans étudier. Il faut qu'on... Par exemple, si tu as arrêté l'école pendant 2 ans pour aller travailler, tu as travaillé dans quoi? Dans quel domaine? Il faut que tu écrives, il faut que tu joignes un CV à ta demande d'admission, par exemple. Disons que tu as fait de la comptabilité. Un DEC en comptabilité, par exemple, de 3 ans. Les DEC, c'est 3 ans. Tu as terminé, tu es allé travailler pendant 2 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu une coupure. Pendant ces 2 ans-là, tu as travaillé peut-être en comptabilité ou pas en comptabilité. Bon, maintenant, quand tu vas vouloir, par exemple, postuler pour aller au bac, toujours en comptabilité, tu peux prendre ton CV, le joindre à ta demande d'admission pour justifier les 2 ans que tu as passés hors des études, quoi, si je peux dire ça comme ça. La résidence permanente Canada est ouverte. Bon, résidence permanente, c'est ouverte dans quel sens? Ça, je ne comprends pas. Sinon, la résidence permanente, là, c'est un programme d'immigration où tu dois, je sais pas, remplir les critères d'admissibilité, tout dépendamment de quel programme tu veux postuler pour la résidence permanente. Parce qu'il y a plusieurs programmes de résidence permanente. Il y a le programme candidat des provinces, il y a entrée express. Toi, maintenant, tu dois vérifier si tu es admissible dans quel programme qui te rend... dans quel programme de résidence permanente. Mais sinon, une résidence permanente ouverte, c'est pas... on ouvre la résidence permanente et tout le monde rentre, quoi. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je voulais... Je voulais dire rester 2 ans au Canada sans aller à l'école. Yeah! Bon, tu restes 2 ans au Canada sans aller à l'école. Tu restes au Canada avec quel statut? Est-ce que tu restes au Canada avec un statut de demandeur d'asile? Parce que c'est ce que je suppose. Parce que quand tu viens au Canada comme étudiant, c'est ton permis d'études qui te donne ton statut légal au Canada. Parce que tu es au Canada comme résident temporaire grâce à un permis d'études. Maintenant, si tu n'es plus étudiant, tu n'as pas de permis de travail pour être travailleur aussi, ça veut dire que tu n'as pas de statut légal au Canada. À moins que tu sois venu comme étudiant, tu as eu des problèmes d'argent, problèmes de moyens, tu n'as pas pu continuer les études. Pour rester au Canada, il faut que tu aies un statut pareil. Dans ce cas-là, tu peux demander un visa visiteur pour rester au Canada pendant 6 mois. Et si dans les 6 mois, ton statut n'est toujours pas réglé, ton problème d'argent pour pouvoir retourner à l'école n'est toujours pas réglé, tu redemandes un visa visiteur jusqu'à ce que ta situation va être réglée, ou sinon tu trouves un contrat de travail pour rester au moins avec un permis de travail, donc toujours maintenir un statut légal au Canada. Ce que certains d'entre vous font, c'est qu'ils vont venir au Canada,
Ils vont commencer leur projet d'études. Finalement, ils se retrouvent sans argent. Ils oublient que ce qui leur permettait de rester au Canada, en fait, c'était leur permis d'études. Du coup, eux, ils sont là, tranquilles, dans la nature, pas de statut valide, rien de valide. Tu vis ta vie du jour au jour, mais à un moment donné, tu vas être surpris, là, tu vas être déporté. Parce que vous pensez que quand vous rentrez au Canada comme étudiant, sachez qu'il y a des rapports que votre établissement d'enseignement fait à IRCC. On sait toujours, oh, l'étudiant continue toujours de fréquenter, l'étudiant réussit ses cours, même quand tu redoubles un cours, tu ne reprends pas, tu changes de programme d'études, tu changes d'établissement d'enseignement comme tu veux, sans pour autant aviser IRCC là. IRCC sait. Quand on est étudiant étranger au Canada, ici, on est surveillé par l'immigration, même si on ne s'en rend pas compte. Donc, rester 2 ans au Canada, sans statut, sans aller à l'école, tu peux y rester si tu es là avec un permis de travail, soit tu as demandé l'asile, ou tu es là avec un visa visiteur, mais tu ne peux pas rester au Canada sans statut si déjà à la base tu étais venu pour les études et que tu ne travailles plus. Donc, il faut essayer de régulariser ta situation. J'aimerais savoir si le test de langue est obligatoire à la demande de visa. Bon, ça dépend de quel visa. Mais généralement, demande de visa directement, il n'y a pas de test de langue. Si vous venez, vous demandez votre visa étudiant par exemple ou permis d'études, le test de langue, ils vous l'auront demandé déjà au moment même des procédures d'admission. Okay? Puis si vous venez comme avec un visa de travail, si le test de langue était exigé en lien avec votre travail, il vous l'aurait demandé avant d'en arriver au visa. Mais au moment du visa, généralement, c'est juste l'étape des données biométriques, visite médicale, aller déposer le passeport et autres. Mais généralement, à l'étape du visa, on exige plus de tests de langue. Okay. Moi, je n'ai pas eu à passer de tests de langue au moment de la demande du visa. J'aimerais savoir comment trouver les colocations au Canada ou logement. Bon, pour trouver les colocations, logements au Canada, c'est simple. Vous rendre sur les sites de recherche de logement. Par exemple, vous allez sur les packs, vous allez sur Kijiji. Kijiji, c'est le plus populaire où il y a des annonces d'un peu partout. Que vous soyez au Québec, même hors Québec aussi. Sur Kijiji, vous avez la possibilité de voir des photos, de faire même des visites virtuelles. Il y a certains logeurs qui publient des annonces avec des vidéos où vous pouvez comme faire une visite virtuelle sans pour autant être sur place. Et aussi un autre moyen que moi je trouve le plus facile pour trouver les logements actuellement, c'était sur Marketplace de Facebook. Marketplace de Facebook, moi, je vois des logements assez facilement là-dessus. Donc, vous allez sur Marketplace, vous écrivez logement selon vos goûts, quoi. Logement 3,5 Québec, logement 3,5 Lévis, logement 3,5 Gatineau. Ça, je donne des exemples de 3,5 parce que c'est pour illustrer un peu. Mais tout dépendamment de ce que vous recherchez, essayez d'utiliser Marketplace. Ok, Marketplace, pareil pour les colocations aussi, parce que sur Marketplace ils vont publier des appartements, ils vont même publier des maisons, et il y a aussi des personnes qui vont faire leurs annonces en disant que j'ai un appartement avec 2 chambres, je veux louer la 2e chambre à tel prix, et le logement, ce qui est inclus dans le logement, c'est tel article et tout. Et puis vous regardez si cela vous correspond, vous convient, vous envoyez un message à la personne sur Messenger. La personne vous répond, vous échangez des numéros, vous pouvez planifier des visites si vous êtes sur place. Mais si vous êtes à l'extérieur, la personne peut vous faire des visites virtuelles, c'est-à-dire la personne va se rendre à l'appartement qu'il veut louer et vous pouvez faire des appels FaceTime, quoi. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà vu qui fonctionne. Secrétariat médical est toujours admissible en permis de travail pour diplôme. Bon, vite fait comme ça, il faut me rappeler un peu. Secrétariat médical, c'est combien d'heures? Là, tout de suite, ça ne me revient pas les heures de formation. Je fais un master en informatique actuel en France. J'aimerais continuer au Canada. Un conseil, s'il te plaît. Bon, moi, j'ai vraiment pas de conseils à te donner. Parce que si tu... Attends. Je fais un master en informatique actuel au Canada. J'aimerais la continuer en France. Bon, c'est quoi ton nom? Mick, j'aimerais te dire un truc.
Les études au Canada, les études en France, ça ne fonctionne pas de la même chose. Si tu commences un programme d'études en France, tu ne le finis pas, sache que tu ne viendras pas continuer où tu t'étais arrêté au Canada. Au Canada, tu vas recommencer. Tu comprends? Si tu as commencé un programme d'études en France, tu ne viendras pas le terminer au Canada. Au Canada, tu vas le recommencer complètement. Donc, si tu es déjà avancé dans ta formation de master et que tu vas bientôt terminer, c'est pas mieux, tu vas finir et soit tu vas venir faire, si tu vas aller jusqu'au doctorat ici ou postuler pour une offre d'emploi avec ta maîtrise ici. Parce que si tu as déjà commencé là-bas, tu fais une demande d'admission ici, ils vont faire une équivalence, mais généralement, ils vont te demander de recommencer le programme parce que ce n'est pas les mêmes diplômes, ce n'est pas les mêmes types d'enseignement. Même si informatique, c'est informatique, mais ce n'est pas comme les mêmes normes. Parce que là, on est en Europe, ici, on est en France, ce n'est pas les mêmes programmes d'enseignement. Donc, généralement, les personnes qui vont me demander « Ah, mais je suis en licence par exemple, biomédicale ici, j'aimerais venir continuer au Canada. Qu'est-ce que tu me dis? » Moi, je te recommande de terminer ce que tu as commencé et venir soit aller en maîtrise si tu es en licence ici ou si tu vas aller au doctorat ou peut-être essayer de trouver un emploi ici avec ta maîtrise. Mais pour venir continuer là, tu ne peux pas commencer premier semestre en France, deuxième semestre au Canada. Même, je vais vous donner un exemple aussi pour ce qui est de moi-même qui suis sur le territoire. J'ai commencé mon bac en sciences infirmières dans une université. Je l'ai commencé à Chicoutimi, ok? Mais je prévoyais peut-être envisager déménager à Québec, peut-être venir faire mon bac à Québec. Mais je me suis rendu compte que quand j'allais faire l'admission là, il y allait avoir des cours que j'ai déjà fait là-bas, que ici, à Québec, ils n'allaient pas me reconnaître, des trucs que j'aurais validés là-bas. Ici, on va me demander de recommencer. C'est pas mieux, j'ai fini mon bac là-bas et puis je suis venue travailler ici. Donc, c'est ça. Donc, imaginez pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a commencé, qui vient de finir, tu risques de recommencer à zéro. Donc, termine là-bas et puis tu viens continuer ici. Je m'excuse de me répéter, mais c'est juste pour éviter que tu fasses une erreur. Attends. Ça, c'est Chaban. Apparemment, il faut avoir le cardio pour faire son infirmier au Canada. Le cardio, là. Vous voyez, quand tu as parlé, regarde comme mes yeux ont rougi. Seigneur, pourquoi je veux pleurer même? C'est trop d'émotions. C'est trop d'émotions. C'est pas une question de cardio. Bon, c'est cardio, hein, parce qu'il faut avoir le cœur, comment on dit? Un cœur musclé. Un cœur musclé pour contenir les émotions. Ok? Faire soin infirmier au Canada, tu n'as pas tort qu'il faut avoir le cardio parce que il faut muscler ton cœur pour contenir les émotions. Parce que franchement, je ne vais pas vous mentir, la formation en soin infirmier, là, tu vas vivre toutes sortes d'émotions. Pour les personnes qui sont dans le live, qui sont intéressées par d'autres sujets, je m'excuse, je vais prendre un peu plus de temps pour en parler parce que j'ai fini mon deck au cégep depuis 2020, mais jusqu'aujourd'hui, là, on dirait qu'il y a des émotions encore que je n'ai pas encore digérées. Ok? Je vais revenir à vous aussi. Donc, je disais qu'il faut avoir un cœur en forme pour contenir des émotions parce que tu vas passer dans toutes sortes d'émotions. Tu vas être stressé, le stress, tu vas te sentir nul, tu vas te poser la question à savoir, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? À un moment donné, tu vas dire, je suis bonne, je suis capable. Tu vas te révolter, tu vas dire, je sais pourquoi est-ce que je suis venue dans ce programme, je suis bonne, je suis capable. Et à un moment donné, tu vas encore te sentir nul. À un moment donné, les profs vont te faire sentir nul. Tu vas passer par des... En fait, tout au long de la formation, tes émotions sont des up and down. Tout au long. Tout au long. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu fais soin infirmier, là je parle du cégep, tu as des cours qu'on appelle cours spécifiques. C'est vraiment des cours
de soins infirmiers, quoi. Il y a tout ce qui est corps humain, biologie, il y a un cours de psychologie, sociologie, il y a des cours de pharmacologie où vous allez étudier les médicaments, les calculs de doses. En dehors de ça, vous avez encore l'anglais, vous avez encore la philosophie, vous avez encore l'éducation physique. Donc, dans tous ces cours-là, il faut les réussir. Il faut les réussir. Et aussi, sachez que quand tu commences les soins infirmiers, là, vous voyez les cours que vous allez avoir la première semaine, là. Oh, si tu as manqué déjà une semaine en soins infirmiers, c'est comme si c'était toute une session que tu vas devoir rattraper. Donc, quand l'école commence lundi à 8h, lundi à 7h45, tu es déjà en classe. Parce que tu as les cours de formation spécifique, comme j'ai dit, que tu vas devoir suivre et réussir. Tu as les cours de formation générale qui est éducation physique. Ça aussi, philosophie, français, anglais aussi, tout ça, tu vas devoir réussir. En dehors de ça, sachez que vous allez avoir cours du lundi au vendredi. Lundi au vendredi. Et dans ces cours-là, dans cette semaine-là, c'est un cours après l'autre. Un cours après l'autre. Le matin, vous faites biologie. L'après-midi, vous allez faire philo. Après philo, vous allez faire éducation physique. Donc, vous êtes tout le temps occupé. Et maintenant, le moment que moi, j'ai été le plus stressée, ce sont les stages. Avant les stages, vous avez les cours théoriques et vous avez des laboratoires. Les laboratoires vont vous aider à préparer les stages. Toi, quand tu viens au laboratoire, tu fais tes petites affaires, tu te sens bien, tu te sens tranquille, tu te sens en forme. Mais c'est quand tu rentres dans le moyen de transport, tu arrives en stage là. Ce qui va se stresser en stage, c'est non seulement la pression de la professeure, mais le regard aussi des autres infirmières là, qui sont sur le lieu du stage, qui sont sur le département. Là, toi, tu viens là, tu es toute innocente, tu penses que les infirmières qui sont là vont être ouvertes à toi, mais il y a d'autres qui sont là juste pour regarder les moindres faux pas pour aller le dire à ta professeure. Et ta professeure là, ce que les autres infirmières vont lui dire là, c'est ça que elle va croire. Même si ce que les autres infirmières ont dit alors que c'était pas ça là, la professeure va croire. C'est ça que la professeure va croire. Et à un moment donné, il va arriver certaines situations où tu vas même des fois voir ta professeure avec les autres infirmières en train de parler de toi. En train de parler de toi ou les autres infirmières en train de te critiquer. Ça aussi, ce sont des choses qui vont vraiment diminuer ta confiance en soi. Mais le pire jusqu'à maintenant que j'ai vécu, rencontré et tout, c'est lorsque tu fais une erreur en stage, la professeure te corrige pendant le stage, mais ramène ça, même après le stage, là, elle va revenir sur la même chose. Elle va même jusqu'à te demander, est-ce que tu penses que tu es faite pour être infirmière? Tu ne pourrais pas faire peut-être une formation comme ci, comme ça? Tu es sûre que ça, c'est fait pour toi? Ce genre de remarques-là, ça peut diminuer tellement ton estime de soi là, c'est incroyable. Il y a ça. Il y a les infirmières sur le plancher qui vont comme te biti, parler de mal en toi, avec des professeurs qui vont mal parler de toi aussi. Et aussi, ce que tu peux remarquer, c'est que les professeurs vont ils vont te mettre plus la pression à toi qu'à d'autres. Moi, j'ai vécu ça et je l'ai remarqué. Surtout nous qui venons de l'étranger là, on remarque que on a un traitement qui est différent des autres élèves qui sont ici. Est-ce que c'est parce qu'on doute de nos capacités? Je ne sais pas. Est-ce que parce qu'on pense qu'on n'est pas faite pour être infirmière? Je ne sais pas, ok? Donc, les choses qui vont faire que tu vas être vraiment très stressée, c'est la charge de travail, parce qu'il y a les cours spécifiques, il y a les cours généraux. À travers de ça, tu as les stages. Comme moi, quand j'étais au cégep, par exemple, j'allais à l'école lundi, mardi, mercredi. J'ai les cours généraux, j'ai les cours spécifiques. Et jeudi, vendredi, je vais en stage. Et à l'autre session, ça changeait. Des fois, on avait 4 jours de stage, des fois 3 jours de stage. Mais lorsque tu manques un cours, ça veut dire que tu vas reprendre une session. Donc, ça là, ça peut être stressé. Donc, ce qui va te
te décourager des fois là, c'est plus les remarques. La quantité de travail même, c'est pas grave. Tu vas travailler fort, tu vas étudier, éviter d'encaisser des retards et tout. Mais c'est lorsque ton professeur te demande si tu es faite pour ça là. C'est ça là la partie que j'ai pas aimée. Mais lorsque tu as un cœur musclé, comme je t'ai dit, pour emmagasiner les émotions là, tu finis par réussir. Parce que moi, je suis passée par tout ça, comme je vous ai dit, mais je me disais toujours que je sais pourquoi est-ce que j'ai décidé de devenir infirmière. Je sais tout l'argent que j'ai mis dedans. Je sais tous les sacrifices que je mets dedans. Si je n'échoue pas parce que j'ai échoué, mais c'est parce qu'on m'a découragée, c'est que je suis vraiment nulle, comme ils le disent. Donc, j'ai continué, j'ai travaillé fort. Les remarques, je les ai prises. Ça m'a fait mal. J'ai eu du mal à digérer. Mais je me suis dit, tant que je n'ai pas un échec qui est justifié, je ne vais pas abandonner le programme. Et voilà comment ça s'est passé au cégep. À l'université, c'est différent. Parce que moi, j'ai fait à l'université, c'était le deck bac. Deck bac parce que j'avais déjà fait mon deck. J'ai commencé à travailler un peu et je faisais mon bac en même temps. Ok? Donc, de ce côté-là, quand tu fais un deck bac, même quand tu fais le bac, tout court, généralement à l'université, tu es associé avec une infirmière qui travaille déjà à l'hôpital. Donc, si tu tombes sur une bonne infirmière, les stages vont bien aller. Mais sache que l'université a toujours une superviseure qui va quand même t'évaluer avec l'infirmière avec qui tu es. Moi, tout au long, je suis tombée sur des bonnes infirmières avec qui j'ai eu une bonne entente. Donc, le travail, ça a bien fait. Les remarques qu'ils me faisaient, ça allait. Donc là, j'avais pas les profs d'université qui étaient avec moi pendant mes stages, mais j'étais associée avec une infirmière. Donc, les remarques qu'elle me faisait, c'était vraiment justifié. Je m'améliorais de jour en jour. Et elle-même aussi, elle me faisait des feedbacks. Ah, là, tu t'es améliorée, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et lors des évaluations aussi, il n'y avait rien de caché. J'étais là, il y avait mon infirmière et mon évaluatrice de l'université. Donc, tout était vraiment bien et c'était moins stressant. J'ai eu quelques commentaires négatifs d'une autre professeure de l'université qui m'avait évaluée. Mais de ce côté-là aussi, il y avait mon infirmière avec qui j'étais associée pendant mes stages à l'université, donc ça a bien été. Je dirais que à l'université, ça a été moins de stress, mais encore plus de travail parce qu'il y a des travaux, il y a des études et tout, mais moins de stress par rapport au cégep. Donc, c'est un peu ça. Oui, les soins infirmiers, c'est le cardio parce qu'on passe par toutes sortes d'émotions. Il y a des devoirs, il y a le stress, il y a la vie personnelle et tout. Donc, c'est un peu compliqué. Mais si vous savez pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce programme, vous pensez à l'argent que vous avez investi là-dedans, personne ne va vous décourager. Donc, voilà. Continuons. Bon. Là, j'étais à... Les frais de scolarité, on les paye quand? Bon, les frais de scolarité se payent chaque session et en 2 tranches. Je vous explique. Si toi, tu viens au Canada pendant la session d'automne, ok? Session d'automne, ça va commencer soit août pour les cégeps, septembre pour l'université et ça se termine en décembre, ok? Donc, on a comme une formation de 4 mois pendant une session. Et là, les frais de scolarité, vu que ça se paye par session, sache que pendant ta session d'automne, tu vas payer ça en 2 fois. En début de session, par exemple, première, deuxième ou troisième semaine après la rentrée, tu vas payer la moitié des frais de scolarité de la session d'automne. Ok? Et vers la fin de la session, généralement, tu vas pouvoir payer le reste des frais de scolarité de la session. Arrivé en session d'hiver qui va commencer de janvier jusqu'à mai, généralement, les frais de scolarité aussi, tu vas les payer par session en 2 fois. Donc, au début, par exemple, vers le 15 janvier, tu peux payer la moitié des frais de scolarité de ta session d'hiver et vers avril, mars, tu vas payer le reste de la session. Si je prends un exemple, pour un étudiant qui va venir étudier en soins infirmiers, vous savez qu'une session peut coûter autour de 10 000 $. Quand je parle d'une session, je parle de la session d'automne, c'est-à-dire de septembre en décembre, ok? Donc, les 10 000 $ là, tu ne les payes pas une fois, mais tu peux payer 5 000 ou tu peux payer 4 000, 6 000, mais dans la session, ok?
Non, les soins infirmiers n'est pas dur, il faut juste être sérieux. Mais c'est ce que je disais. Mais c'est pas dur en termes de formation. C'est dur et être sérieux dans le sens où il faut que tu sois organisé pour passer les cours. Et aussi, il faut que tu aies un cœur musclé en béton pour pouvoir digérer les émotions et voilà. Mais moi, je ne décourage personne, en tout cas, d'aller faire la formation si tu sais vraiment pourquoi est-ce que tu fais, si tu es motivé et organisé. Lancez-vous sans hésiter. Que penses-tu du programme de secrétariat médical? C'est un excellent programme. N'hésite pas à aller dedans si tu veux faire la formation. Et aussi, souvent là, vous me demandez qu'est-ce que tu penses de cela. Mais toi-même, qu'est-ce que tu penses de cela? Qu'est-ce qui te pousse à aller faire secrétariat médical? Il faut commencer par faire des recherches sur la formation elle-même. La formation se donne où? C'est combien? Qu'est-ce que tu apprends? Tu vas travailler où? C'est quoi les traits de personnalité pour exercer cet emploi? Si tu vois que ça te correspond, tu te lances là-dedans. Préposé en soins de santé. Préposé aux bénéficiaires, c'est une excellente formation aussi. Hein. Et les préposés aux bénéficiaires, là, eux, ils peuvent travailler n'importe où. Système de la santé, que ce soit public, privé, agence de placement et autres. Et la formation n'est pas si stressante comme la formation d'infirmière. Combien on paye à peu près à une infirmière débutante? Bon, quand tu es infirmière débutante au public et tu commences avec un DEC, c'est-à-dire cégep. Moi, quand j'ai commencé avec mon DEC, j'étais payée à 24,08 dollars de l'heure. Ok, ça c'était en 2020. Et quand tu fais avec le bac, c'est autour de 27. Attendez, je vais juste revoir les échelles pour pas vous dire n'importe quoi, ok? Donc voilà. Là, je vais vous donner comme les salaires actualisés. Parce que moi, quand j'ai commencé en 2020 avec mon DEC, j'étais payée à 24 dollars de l'heure et j'étais à l'échelon numéro 1. Donc, je venais de commencer. Infirmière. Attends. Salaire. Salaire infirmière avec un DEC. On va aller sur... Ça là, c'est de quelle année même? Que c'est à jour? Oui. Donc, là, salaire d'une infirmière. On va prendre les taux en vigueur. Ouais, c'est ça. Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Ok, parce que là, on a signé la convention, c'est pas encore en cours. Donc là, actuellement, l'infirmière qui vient de débuter est payée à 25,81 dollars de l'heure. Ça, c'est à partir de 2023. Ok, à partir de 1er avril 2022 jusqu'au 31 mars 2023. Ok, donc pour 2024 là, quand les conventions collectives des infirmiers vont être signées, le salaire va être, les échelles salariales vont être ajustées. Mais moi, quand j'ai commencé en 2020, j'étais payée à 24,08 dollars de l'heure. Mais actuellement, si tu commences ta première année comme infirmière débutante, tu es payée à 25,81 dollars de l'heure avec un DEC. Maintenant, si tu commences avec un bac, là, je vais aller vous dire c'est quoi avec un bac. Parce que vous savez, vous avez deux types de formation pour être infirmière. Vous pouvez être infirmière soit qu'avec un DEC qui est une formation collégiale ou vous faites un bac qui est une formation universitaire. Ok, donc salaire infirmière clinicienne. Et là, je vous parle bien sûr du domaine public. Là, nous ne sommes pas au privé, là, nous sommes au public, ok? Donc, les salaires sont différents au privé et au public. Moi, je vous donne vraiment au public, ok?
Donc, pour une infirmière clinicienne, qui vient de débuter, en ce moment, en 2023, l'échelle salariale, c'est autour de 28,70. 28,70. Donc, il y a comme une différence de 3 dollars entre les deux. Donc, c'est ça. Les études au Canada, c'est globalement du cardio. Une fois sur place, il faut le vouloir réellement. Exactement, exactement. Et ça, c'est à peu près dans tous les domaines. Mais au niveau de la santé, c'est encore plus de cardio. Mais vous savez, ça ne doit pas vous faire peur parce en fait, que ce soit difficile. Oui, vous savez que c'est difficile. Déjà, les frais de scolarité que vous payez sont plus élevés que tout le monde ici. Donc, vous savez aussi que la manière d'enseigner au Canada, c'est différent au pays. Il y a beaucoup de devoirs, il y a beaucoup de travaux d'équipe, il y a beaucoup de travaux de recherche. Donc, c'est sûr que ça va être du cardio. Mais si tu le veux vraiment, tu vas réussir parce que déjà, tu vas penser à tout ce que tu as dépensé pour les procédures d'immigration, à tous les frais de scolarité que tu payes là. Donc, pourquoi tu vas venir donner un peu d'argent pour une session et après, tu vas te décourager? Non, non, non. Moi, c'est ça ma motivation qui m'a... En fait, c'est ça, moi, qui m'a donné plus de force pour me dire que oui, si les profs pensent que moi, je ne suis pas capable, moi, je sais, je suis capable. Et quand tu te dis ça, tu ne sais pas quelle force à l'intérieur de toi qui va venir te trouver. Là, tu vas être surprise. Ah, bon, on était où? Le DESS se fait au Nouveau-Brunswick. Bon, je pense qu'elle voulait dire Nouveau-Brunswick. Hein. Bon, DESS Nouveau-Brunswick. Je pense que au Nouveau... DSS au Nouveau-Brunswick. Franchement, vite fait comme ça, là, je peux pas te répondre. Hein. Il faut aller faire des recherches un peu sur Google. DSS au Nouveau-Brunswick. Bon, quand je regarde vite fait, le mot DSS lui-même au niveau du Nouveau-Brunswick, là, je n'en vois pas. C'est plus maîtrise. DSS, quand j'entends ce terme-là, c'est plus vraiment au niveau du Québec, pas diplôme d'études supérieures spécialisées. Mais pour les autres provinces, là, généralement, c'est maîtrise. Et là, avec une petite recherche vite fait, là, je vois pas de sigle supérieur au nom de DSS au niveau du Nouveau-Brunswick. C'est plus vraiment maîtrise. Merci beaucoup pour ta réponse, ça m'a fait plaisir. Bon, là, les commentaires commencent à passer trop vite. J'ai mon CAQ, il me faut combien de temps pour mon permis d'études? Bon, pour le permis d'études, moi, je ne vais pas te dire, il faut tant de jours. Ce que tu dois faire, rends-toi sur Google, ok? Écris délai de traitement. Sur le site internet qui va s'afficher, le site internet de IRCC, tu cliques sur vérifier les délais de traitement. Dans les délais, quand ça va s'afficher là, tu vas, selon le type de visa que tu cherches. Tu mets visa étudiant et tu vas devoir sélectionner ton pays. Tout dépendamment du pays où tu es, le délai de traitement du permis d'études est différent. Si tu ne sais pas comment faire, comment vérifier, rends-toi sur ma chaîne YouTube au même nom que TikTok ici, Alliance M Éducation. Tu cherches la vidéo, vérifier le délai de traitement. Tu suis ce que moi j'ai fait là pour vérifier le délai de traitement, tout dépendamment de là où tu vis. Mais vite fait comme ça, je ne sais même pas tu vis où. Comment je vais te répondre? Donc, fais un petit tour sur ma chaîne YouTube pour voir comment faire. Journée... Attends, ça a passé vite. Journée... Comment te contacter? Moi, on peut me contacter sur Instagram. Alliance M Éducation. Tu m'écris ta question là-bas. Journée Québec, ça fait quoi? Oh? Ma rentrée est prévue pour janvier 2025. Maîtrise, je viens juste de déposer ma demande de CAQ. Qu'en penses-tu? Charo, ta rentrée est pour janvier. Tu viens de déposer ta demande de CAQ là, comme on dit au Québec.
selon le site internet du MIFI, ministère de l'immigration, francisation, intégration et tout, ils disent que le délai de traitement, c'est 25 jours ouvrables. Or, des fois, ça va prendre plus de 25 jours ouvrables. Donc, prévois déjà 25 jours pour le traitement de ton CAQ. Si tout va bien et que tu as ton CAQ en 25 jours ou moins de 25 jours, là, tu vas maintenant commencer ton permis d'études. Mais là, je ne sais pas tu es dans quel pays. Tout dépendamment du pays où tu es, va déjà vérifier sur le site de IRCC c'est quoi les délais de traitement du permis d'études dans ton pays et toi-même tu vas vérifier entre traitement CAQ et permis d'études là, est-ce que tu as assez de temps pour la rentrée? Si tu n'as pas assez de temps, tu sens que tu n'as pas assez de temps pour la rentrée là, tu pourras contacter l'université pour voir si un report de session est envisageable. Moi, c'est ce que je ferai à ta place. Ok? Donc c'est ça. Combien on paye un préposé aux bénéficiaires? Est-ce qu'un demandeur d'asile peut aussi faire ça? Bon, généralement, les demandeurs d'asile, tout dépendamment de leur parcours, de leur situation, les demandeurs d'asile, eux, ils peuvent obtenir un permis de travail, ok? Mais tout ça, ça se passe avec immigration. Ok, eux ils peuvent obtenir un permis de travail. Mais est-ce que les demandeurs d'asile peuvent obtenir un permis d'études? Ça, je ne sais pas. Ok, là c'est de ce côté-là, je ne sais pas, c'est mieux, tu vas aller demander un consultant en immigration. Mais pour préposer aux bénéficiaires, on va quand même aller vérifier. Hein. Ça va me permettre en même temps de me mettre à jour sur les salaires. Salaire d'un préposé aux bénéficiaires qui vient de commencer. Puis moi, quand je vous dis les salaires, là, je vais toujours dans le public, ok, au niveau de la fonction publique. Donc, préposé aux bénéficiaires. Préposé aux bénéficiaires, échelle 1. Bon, est-ce que vous pouvez tapoter le live au moins? On va arriver à 10K si vous aimez la discussion. Ou sinon, ben, on va arrêter le live parce que ça n'a pas l'air d'être intéressant. Hein? On dirait. Pas si c'était le bon moment de faire le live ou pas, mais si vous aimez, tapotez s'il vous plaît. Donc, préposé aux bénéficiaires. Là, j'essaie de trouver leur échelle salariale. Parce que vous savez, il y a plusieurs sites d'offres d'emploi qui vont publier. Oh, ils gagnent tant. Mais au niveau du public, là, tout le monde gagne la même chose. Donc, c'est moi, ce sont les données là que je cherche pour pouvoir vous les donner. Salaire proposé aux bénéficiaires au Québec. Donc, province du Québec. Salaire médian, non. Salaire proposé aux bénéficiaires. Aïe, pourquoi le Google là aujourd'hui? Salaire. Préposé aux bénéficiaires. Bon, moi ici, je suis sur le site internet du comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux. Et quand on regarde, en ce moment, nous sommes en 2024. Donc, depuis avril, le 1er avril 2024, les préposés à l'échelle 1, donc qui viennent de commencer, gagnent 27,92 $ de l'heure quand tu commences. Voilà, 27,92 $ de l'heure. Que penses-tu du collège La Cité Ottawa? Bon, ce que je pense du collège, franchement, je vais pas donner des points de vue sur les écoles, ok? Je ne suis pas là pour juger les écoles ici, là. Je sais pas ce que tu veux que je pense par rapport à quoi, je sais pas, par rapport à la formation, au nombre d'étudiants étrangers, c'est pas trop clair. Donc, c'est un peu ça. C'est possible de changer de programme d'études quand on arrive au Canada ou avant d'arriver. Bon, c'est possible de faire les deux. C'est possible d'immigrer au Canada, de changer de programme d'études quand tu es au Canada. Et c'est possible aussi de changer de programme d'études avant d'arriver au Canada. Mais quand tu arrives au Canada, c'est préférable de commencer d'abord le programme d'études pour lequel tu es arrivé. Ensuite de ça, demander une admission dans le nouveau programme et changer de CAQ si ce n'est pas les mêmes niveaux d'études. Si au début, tu étais venu pour un bac, tu changes de programme pour un DEC, tu vas donc devoir obtenir
une nouvelle admission dans le DEC, devoir changer de CAQ parce que tu avais un CAQ universitaire. Là, tu vas avoir un CAQ collégial. Et après avoir obtenu le nouveau CAQ, tu vas devoir aviser IRCC des changements que tu veux faire. Maintenant, si tu es à l'extérieur du Canada, tu n'as pas encore eu ton visa, bah, tu peux changer de programme d'études. Tu redemandes un nouveau CAQ si ce n'est pas la même chose et faire ta demande de permis d'études. Donc, les deux se valent, mais c'est un peu plus compliqué, je peux dire, de changer une fois ici. Parce que tu vas devoir commencer ton programme d'études, justifier les raisons du changement. Pourquoi est-ce que tu es venu étudier au bac? Finalement, tu vas à l'ODEC. C'est quoi les raisons? Et tes arguments doivent être assez solides pour pouvoir obtenir un nouveau CAQ. Pour ce qui est de l'admission, c'est quand même assez facile. Tu fais simplement demande d'admission, tu envoies tous les documents qu'ils ont demandé. Mais c'est au moment du CAQ, là, quand tu avais donné un CAQ université, maintenant il faut qu'on te change en CAQ collégial. Pourquoi? Faut bien justifier. Et des fois, si tu n'as pas bien justifié, ils ne vont pas te donner de CAQ. Et si tu, avec ton premier programme d'études, tu avais arrêté d'étudier, tu avais échoué, tu n'allais plus à l'école, là, maintenant, tu es en train de mettre en danger ton statut même. Donc, c'est un peu ça, quoi. Bon, on continue. Est-ce qu'on peut quitter une admission niveau licence pour master? C'est ce que je viens d'expliquer. Ah. J'étais où? Où est-ce que j'étais? Bonsoir, Tata. Faire la licence au pays et venir postuler pour le master, c'est quand même une bonne idée aussi et c'est possible. Bonsoir, faire la licence au pays. Oui, tu peux faire ta licence au pays, postuler pour la maîtrise. Est-ce que le processus de permis d'études est bloqué du côté du Québec? Bon, déjà, le permis d'études, c'est pas le Québec qui donne le permis d'études, ok? N'oubliez pas, on doit se rendre à 10K, hein. N'oubliez pas, j'ai regardé, on est encore à 9,4K. Le permis d'études, c'est pas le Québec, ok? Québec, c'est une province, c'est fédéral. Le Québec, il gère les CAQ, c'est-à-dire Certificat d'acceptation du Québec. Et c'est le fédéral qui va gérer tout ce qui est permis d'études. Donc, au niveau du Québec, il peut peut-être diminuer l'octroi des CAQ, mais là, ils n'ont pas fait d'annonce là-dessus non plus. Mais pour le permis d'études, là, c'est fédéral. Bonsoir ma soeur, est-ce qu'on peut donner le refus pour l'inscription s'il vous plaît? Refus pour l'inscription, tu veux dire est-ce qu'on peut obtenir un refus lors de la demande d'admission? Oui, c'est possible. Si par exemple tes notes ou tes moyennes ne sont pas assez pour le programme demandé, ok? Dans le sens où si pour aller par exemple en maîtrise, on a demandé à ce que tu aies 12 de moyenne ou que tous les candidats aient 12 de moyenne, que les candidats puissent fournir tel document et toi tu n'as pas assez de moyenne, pas des bulletins justificatifs, pas de diplôme et tout, ça se peut qu'on te refuse l'admission. On n'a toujours pas l'admission quand on le fait, hein. C'est pas parce que tu fais une demande d'admission qu'on va toujours donner et le problème va être juste au niveau du CAQ permis d'études. Même l'admission là, on peut te refuser aussi, même si tu as payé les frais. Mais si tu n'as pas assez de notes pour le niveau en question, on peut dire non. On va rapprocher ça ici, c'est trop loin. Est-ce que je peux reconnaître mon diplôme professionnel Sénégal au Canada? Oui. Tout dépendamment de où au Canada, tu peux faire l'équivalence de diplôme. L'équivalence, si c'est au Québec, tu peux faire l'équivalent de diplôme au niveau du MIFI. Si c'est au Canada, dans les autres provinces et territoires au Canada, tu peux faire l'équivalence de diplôme auprès de l'organisme WES qui est très accessible sur le site internet de IRCC. Mais oui, tu peux faire reconnaître ton diplôme professionnel. Nouvelle école collège, community collège est-elle un bon choix? Je ne donne pas d'avis sur les écoles. J'aimerais savoir si une personne qui a le bac en Afrique peut s'inscrire à l'université en médecine. Bon, le bac étranger est reconnu et accepté. Mais la médecine, quand on vient de l'extérieur, quand on n'est pas canadien, les critères d'admissibilité en médecine là sont un peu plus compliqués. Parce que même pour les nationaux qui veulent aller en médecine là, ça doit être
ça doit être les étudiants qui ont eu des notes de ouf pendant leur formation au cégep. Pour commencer avec le bac en médecine. TikTok, excusez-moi. Vous comprenez? Donc, pour aller en médecine avec ton bac, le diplôme est accepté, reconnu, oui. Mais c'est tout le reste là. Combien de moyenne au bac? Quel bac? Motivation pour faire la médecine. Et aussi, sache que même le nombre de places là, c'est limité pour les nationaux. Donc, imaginez pour les internationaux, c'est comment? C'est possible de faire la médecine, mais ça va être compliqué pour obtenir une admission parce qu'ils sont très, très, très exigeants au niveau des notes. Juste même pour les nationaux, imaginez pour les étrangers. Mais si tu as eu un bac avec mention, distinction, des bonnes notes excellentes et tout, tu peux t'essayer en médecine. On ne refuse pas les candidatures étrangères, mais les critères d'admissibilité sont très, très élevés. Où peut-on trouver la liste des programmes admissibles au PTPT, au permis de travail pour diplôme, sur le site internet de IRCC. Sur le site internet de IRCC ou même sur ma chaîne YouTube, tu vas simplement voir c'est quoi les critères d'admissibilité au permis de travail pour diplôme. C'est quoi les formations, les heures de formation qui sont acceptées et les établissements d'enseignement. Ils doivent être désignés bien sûr, mais tout est sur le site internet de IRCC. C'est au cégep que j'ai eu l'admission en analyse médicale. J'aimerais changer en soins infirmiers. Dans ce cas-là, tu peux simplement redemander l'admission dans ton même cégep là. Et si la formation de analyse médicale, c'est la même durée de formation que soins infirmiers, tu n'as pas besoin de redemander un CAQ. Tu vas faire avec le même CAQ si l'admission est dans le même... Si les soins infirmiers sont dans le même établissement. Tu fais juste changer, redemander une nouvelle admission dans ton école. Dire que tu veux faire soins infirmiers, c'est la même durée de formation. Tu n'as pas besoin de refaire un CAQ. Merci beaucoup à toi qui viens de m'envoyer les roses. Ton nom est passé vite fait, mais merci. Je viens de voir un commentaire là. Ok, d'accord. Merci beaucoup. J'ai vu quelqu'un qui a dit si tu n'invites pas IRCC, mais le commentaire est parti. J'espère que je ne suis pas en train de vous déranger avec mon bruit de mâchouillage, franchement. Merci beaucoup, Bob. Merci. Collège. Connaissez-vous la vie de Longueuil? Parlez-moi un peu de ça. Vous voulez savoir quoi? Ok. Balthazar de Lomé. Balthazar est arrivé dans mon live. Je ne vais pas me retrouver dans tes vidéos, hein, monsieur. Bon, c'était juste pour rire. Si tu n'avises pas IRCC après le changement de programme, tu auras des problèmes, à ton avis. À ton avis. À ton avis. À ton avis. Connaissez-vous la vie de Longueuil? C'est parce que tu veux savoir. Collège La Cité, je ne veux pas ce que vous allez savoir non plus. Ok, d'accord. Donc, la personne doit faire le DEC pendant combien de temps? Le DEC, généralement, c'est DEC en sciences de la nature. Ça dure 2 ans. Après le bac, après le bac en médecine. Bon, généralement, pour les études en médecine, là, il y a plusieurs étapes. J'ai fait une vidéo YouTube il y a quelques années là-dessus. Vous commencez par le bac, il y a maîtrise, il y a l'internat, externat. Il y a beaucoup d'étapes pour la formation en médecine. Vite fait, comme ça me revient pas. Ça fait longtemps que j'ai fait la vidéo là-dessus. Mais ici, comment est-ce que ça se passe lorsque un étudiant veut aller en médecine? L'étudiant fait un DEC en sciences de la nature, ok? Sciences de la nature, tu fais ton DEC, tu obtiens une excellente cote R. La cote R, c'est elle qui va te permettre de pouvoir être classé. Ok, selon, c'est comme classification par exemple par rapport la cote R la même, hein. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais en gros, tu vas carburer dans tous les cours. Une fois que tu carbures dans tous les cours, tu vas avoir ce qu'on appelle une cote R. Maintenant, les universités,
comment sélectionne les étudiants qui veulent recevoir par rapport à la quotaire. Par exemple, pour aller en soins infirmiers, tu dois avoir une certaine quotaire si tu veux aller dans une université spécifique. Par exemple, si je prends un exemple, par exemple, l'Université du Québec à Chicoutimi veut des étudiants, prend des admissions en bac en soins infirmiers avec une quotaire de 27. Ça, c'est un exemple. Alors qu'à l'Université Laval, ils vont prendre une quotaire de 28 ou de 23. Tout cela dépend. Maintenant, pour la médecine, les quotaires là, ça va jusqu'à 32, 33, jusqu'à 37 pour la médecine. Donc, les universités en médecine, ils exigent des quotaires très, très, très élevés. C'est pour ça que ça va être les étudiants les plus brillants qui vont avoir des admissions à l'université. Donc, si toi, tu as un bac à l'étranger, ok, et que tu as eu quand même des excellentes notes, tu peux faire une demande d'admission en médecine. Eux, maintenant, ils vont voir si ton niveau correspond un peu à la quotaire que eux, ils recherchent. Si ton diplôme correspond à la quotaire que eux, ils acceptent, ils vont te donner l'admission. Si ta formation ne correspond pas à la quotaire que eux ils cherchent, si c'est inférieur, ils vont te dire aussi que tu n'as pas satisfait aux conditions d'admission. Dans ce cas-là, si tu veux faire la médecine à tout prix, tu peux faire une admission ici au Canada en sciences de la nature, carburer et regarder un peu c'est quoi les quotaires qui ont été demandés à telle université en médecine, telle année. Ça va te donner comme une petite idée. Bon, pourquoi on me demande de vérifier mon live? Franchement, je sais pas. Et... les amis, il faut liker le live là. Je sais pas si les gens sont en train de signaler, mais TikTok veut mettre fin à mon live. Si c'est ennuyeux, moi, j'ai pas de problème. Je vais m'en aller. Donc Shira, j'espère que tu as compris vite fait. La formation de préposé aux bénéficiaires, cela peut prendre combien de temps? Ça dépend. La formation dure 870 heures. Ça, c'est 870 heures. Je sais plus, ça donne combien de mois exactement. Formation de préposé. Ça doit être autour de 8 mois quelque chose. Moi, je retiens plus les heures de formation parce que quand je vais vérifier les admissibilités pour le permis de travail pour diplôme, là, c'est plus avec les heures de formation. Donc, formation de préposé aux bénéficiaires, c'est 870 heures, je pense autour de 8 mois. Est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas payer les études? Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas payer les études? Bon, si vous êtes sur le territoire et que vous ne pouvez pas payer les études pour une raison valable, sur le site internet de IRCC, il y a ce qu'on appelle... c'est en fait, sur IRCC, le site de IRCC, il y a une possibilité pour un étudiant étranger qui est venu étudier au Canada, qui a de la difficulté à payer ses frais de scolarité pour plusieurs motifs. Soit son garant est malade, soit son garant est décédé, ou il y a une raison vraiment qui va faire que c'est pas la faute de l'étudiant s'il n'est plus capable de payer ses frais de scolarité. Dans ce cas-là, l'étudiant va aviser IRCC et IRCC va pouvoir donner la possibilité à cet étudiant-là de pouvoir travailler à temps complet tout en étudiant. Ça veut dire que IRCC, au lieu que tu travailles juste 20 heures par semaine, IRCC va te donner la possibilité de travailler plus de 20 heures par semaine. Mais pour cela, tu dois continuer à étudier. Si vous voulez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, c'est quoi le programme, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube Alliance M Éducation et regarder la vidéo qui s'intitule « Impossible de payer ses frais de scolarité au Canada ?» Point d'interrogation. Vous allez voir comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour y arriver. Donc, j'ai déjà fait la vidéo à ce sujet pour vous montrer où vous rendre, quoi faire, c'est quoi les raisons et autres. Tout est bien décrit dans ma vidéo. Bon, on va continuer pendant encore un petit 20 minutes. Donc, la personne doit faire le DEC pendant combien de temps? Le DEC en sciences de la nature, c'est 2 ans de formation.
Merci, merci à la personne qui m'a envoyé les roses. Je vois pas, je vois pas le nom. Merci beaucoup. DEP en comptabilité, c'est bon. Critères d'admissibilité pour la formation de préposés aux soins de santé. Bon, il n'y a pas trop de critères d'admissibilité compliqués. Hein. Pour faire la formation de préposés aux bénéficiaires, il faut avoir au moins un niveau première ou terminale. Ok? Avoir un niveau première ou terminale. Et aussi, bah, réussir un test de français, bien sûr, si c'est au Québec. Et c'est ça en général, quoi. Et fournir tes bulletins, ça. Mais les critères d'admissibilité pour la formation, c'est avoir un niveau minimum première ou terminale. Oui, en étant étudiant, tu peux faire entrée express. C'est deux procédures complètement différentes. Résidence dans l'Ontario peut fréquenter dans le Québec sans souci. Résidente dans l'Ontario peut fréquenter. Il faut avoir une demande d'admission et CAQ aussi. Bon, pour soins dentaires, là, franchement, faut aller sur Google. Hein. Faut aller sur Google. Bon, je vais répondre à la question de Certified Ghost, si on prononce ça comme ça, bon, l'anglais là. Pour un permis d'études en 2025, conseillerais-tu Québec, sinon quelle autre province? Moi, pour 2025, franchement, je vous recommande les autres provinces et territoires que Québec. Ok? Pas une province particulière, mais si vous voulez une province en particulier, essayez au moins le Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick est bilingue, officiellement bilingue français-anglais comme formation. Si vous êtes francophone ou anglophone aussi, Nouveau-Brunswick, ça va, ok, au niveau de formation. Parce que Québec 2025, franchement, c'est un peu chaud. Mais si vous avez déjà commencé vos procédures, continuez. Mais si vous voulez étudier ailleurs au Canada en 2025, moins de stress, moins de tracasseries, regardez les autres provinces et territoires en dehors du Québec, tels que Nouveau-Brunswick, Ontario. Ontario, il y a des collèges qui ont des formations en français. Il y a l'Université française de l'Ontario aussi. Aller au niveau du Nouveau-Brunswick, il y a l'Université de Moncton, l'Université Laurentienne. Aller au niveau de l'Université de Hearst et l'Université de l'Alberta aussi. Il y a des programmes qui sont là en français. Et aussi, la plupart de ces établissements d'enseignement que je viens de vous lister là font partie du programme pilote qui donne la résidence permanente aux étudiants étrangers qui étudient dans les communautés minoritairement francophones dans une formation qui a une durée au moins 2 ans. Okay? Donc, je ne sais pas si vous savez c'est quoi ce programme-là, mais il y a un programme d'immigration qui existe, programme pilote, qui permet aux étudiants étrangers d'obtenir la résidence permanente après 2 ans de formation à temps complet dans les autres provinces en dehors du Québec et ça doit être dans des universités, collèges qui sont situés dans des régions minoritairement francophones. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, je vous invite à aller voir ma vidéo YouTube à ce sujet. Connais-tu le permis de séjour temporaire au Canada? Bon, cher, ce que je dois savoir, c'est que il y a plusieurs types de permis de séjour temporaire au Canada. Il n'y a pas juste un. Quand tu es un étudiant étranger, tu as un permis de séjour temporaire parce que tu es là pour étudier. Donc, en fait, la durée de ton séjour équivaut à la durée de ta formation. Donc, tu as un permis de séjour temporaire. Ensuite de ça, il y a des visiteurs. Les visiteurs sont au Canada pendant une certaine durée. Donc, ils ne sont pas permanents, ils sont temporaires. Ils peuvent venir pour 6 mois. Après 6 mois, ils vont quitter le Canada. Dans temporaire, là aussi, tu as les travailleurs étrangers. Les travailleurs étrangers ont un permis de travail temporaire. Ils sont là pendant la durée de leur contrat de travail. Une fois terminé, ils s'en vont. Donc, en dehors des citoyens canadiens et résidents permanents ou demandeurs d'asile, le reste là sont des personnes qui ont des séjours temporaires. OK?
CAQ dure maximum comme 25 jours ouvrables selon le site de IRCC, le site du MIFI. Connais-tu le délai actuel de traitement des CSQ? Non. Déjà, Arima même lui-même, ils ont bloqué ça pour le moment en plus. Dire-moi comment on faire la demande post-diplôme. Bon, déjà ta question là, dis-moi comment on fait la demande de post-diplôme. Bon, permis de travail post-diplôme, ça on l'obtient à la fin de la formation. Ok, si ta formation est éligible au permis de travail post-diplôme, c'est là où tu vas pouvoir demander le permis de travail post-diplôme. Si tu as fait une formation de 2 ans, sache que tu vas obtenir un permis de travail post-diplôme d'une durée de 2 ans et tu vas faire la demande sur le site internet de IRCC. J'aimerais apporter aussi votre attention concernant le renouvellement du permis de travail post-diplôme. Le permis de travail post-diplôme ne se renouvelle pas. Lorsque tu as fait 2 ans de formation, ton permis de travail post-diplôme va avoir une durée de 2 ans de formation. Après 2 ans de formation, il faut te trouver un contrat de travail pour obtenir un permis de travail. Ok? Le permis de travail post-diplôme n'est pas renouvelable. Bon, vous n'avez plus de questions. On peut emmener sa femme et son enfant lorsqu'on a le permis d'études pour nous accompagner. Oui, on peut, mais il faut les avoir déclarés lorsque vous allez faire la demande de votre permis d'études. Et votre femme pourrait obtenir un permis de travail ouvert si vous êtes un enseignant au niveau professionnel. Non, vous êtes un étudiant au niveau professionnel ou au niveau de la maîtrise et doctorat uniquement. Est-ce qu'avec 1485 heures, on peut avoir la résidence permanente? Ailleurs au Canada, oui, mais pas au Québec. Au Québec, les formations qui sont admissibles à la résidence permanente sont des formations de 1800 heures de formation. Avec un DEC, aux dernières nouvelles, c'était uniquement les gens en formation professionnelle et aussi au niveau maîtrise et doctorat que leurs femmes pouvaient avoir un permis de travail ouvert. Mais sinon, oui, vous pouvez venir avec votre femme et les enfants, mais vous devez démontrer que vous avez assez de moyens pour pouvoir vous occuper de votre femme et de votre enfant. Et il faut les déclarer lors de votre demande de permis d'études. Dis-moi s'il te plaît, si tu ne déclares pas que tu es en conjoint de fait lors de ta demande de RP, problème? Problème dans quel sens? Ta demande de résidence permanente, si tu n'as pas déclaré. Bon, lors de ta demande de résidence permanente, c'est pas grave si tu ne déclares pas. Une fois que ta résidence permanente est obtenue, tu retournes au pays, tu vas aller épouser ta personne là et puis tu te la ramènes parrainée. Donc, lors de la demande, si tu es conjoint de fait, lors de la demande du permis de travail pour diplôme et que si tu n'as pas déclaré, c'est pas grave. Tu entames ta demande de résidence permanente. Quand tu es résident permanent, tu peux quitter le Canada et revenir. Donc, tu pars, tu épouses ta personne, tu viens maintenant la déclarer au Canada comme si tu es marié. Tu déclares ta femme que tu es allé te marier et puis tu as le droit de te marier au Canada ou ailleurs, hein. Mon conjoint peut avoir un permis de travail si moi j'ai un permis de travail pour diplôme. Il va avoir un permis de travail si tu es un étudiant professionnel ou niveau maîtrise ou doctorat. C'était ça aux dernières nouvelles. Un étudiant peut aussi travailler au Canada sans permis de travail? Non, un étudiant ne peut pas travailler sans permis de travail dans le sens où ton permis d'études, c'est ton permis d'études qui t'autorise ou non à travailler. Donc, lorsque vous recevez votre permis d'études, sur le permis d'études, il est spécifié si vous êtes autorisé à travailler sur le campus ou hors campus. Sur le campus, ça veut dire que vous êtes uniquement autorisé à travailler sur votre lieu de formation. Hors campus, c'est que vous pouvez travailler à l'extérieur de votre école. Donc, si ce n'est pas spécifié que vous avez le droit de travailler sous votre permis d'études, vous n'avez pas le droit de travailler. Donc, personne ne peut travailler sans avoir... Pardon. Personne ne peut travailler sans avoir le droit de travailler. Bon, donc voilà quoi. Donc, les amis, je vais vous laisser.
Ça a été très intéressant de discuter avec vous. Le Québec va délivrer combien de permis d'études pour automne 2025? Larry, c'est pas le Québec qui délivre les permis d'études, c'est le fédéral qui, qui donne le permis d'études. Il faut combien de points pour la résidence permanente? La résidence permanente, combien de points? Là, il faut te rendre sur le site internet de IRCC, Entrée Express, et voir au dernier tirage ceux qui ont été tirés avec combien de points. Et tout dépendamment de ton statut, le point est différent. Est-ce que tu es un diplômé qualifié? Est-ce que tu as un test de langue? Est-ce que c'est beaucoup de... C'est beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut ajouter son contrat de travail dans la demande de résidence permanente? Pourquoi ajouter le contrat de travail? Pourquoi? Je ne comprends pas. Bon, il n'y a plus il n'y a plus de commentaires. S'il n'y a plus de commentaires, on va se laisser. Mon admission, c'est en juillet 2025. Ok? C'est quoi la suite de la question D? J'ai pas suivi le reste. C'est quoi la question? Réponds non. C'était quoi la question? Moi, j'ai déposé mon permis d'études. Ça fait 4 mois jusqu'à présent. J'ai pas eu de réponse. Ce que tu dois faire, va regarder le délai de traitement. On va vérifier l'état d'avancement de ta demande. Comment vérifier l'état d'avancement de la demande? J'ai déjà fait une vidéo YouTube là-dessus aussi. N'hésite pas à aller t'abonner sur ma chaîne YouTube. Tu vas trouver tout ce que tu as besoin pour savoir ce qu'il en est actuellement de ta demande de permis. Un étudiant peut-il avoir un prêt? Un prêt où? Un prêt à la banque? Si tu montres à la banque des garanties que tu vas rembourser, oui, tu peux. Fais descendre un peu les messages, tu verras ma question. Donc, tu veux pas réécrire ta question, quoi? Moi, je te dis que je commence à finir le live. Si tu veux pas réécrire ta question, moi, je m'en vais pas. Avec l'évaluation de diplôme, on peut travailler même titre que celui qui a étudié au Québec. Si l'évaluation te donne le même niveau que la personne qui a étudié au Québec, oui. Quel est le délai de traitement de l'équivalent du diplôme de West? Vite fait comme ça, je sais pas. Tu peux aller vérifier sur Google aussi. Oui. Si tu as un CAQ pour hiver 2025, tu peux reporter pour automne 2025, oui, parce que tu as reporté pour une session. Mais, tu ne peux pas reporter ton CAQ pour 2 sessions de suite. Par exemple, ton CAQ c'est pour hiver 2025, tu peux te rendre jusqu'à automne 2025, mais tu ne peux pas te rendre jusqu'en hiver 2026. Oui, c'est correct pour une session, mais pas 2 sessions de suite. Est-ce que pour déposer un post-diplôme, il faut avoir un CAQ valide? Il faut avoir un statut valide. Oui, il faut avoir un statut valide. Mais dans ce cas-là, tu n'es plus dans CAQ. Là, maintenant, tu vas dans CSQ. Mais ton CAQ doit toujours être valide. Ton permis d'études aussi doit être encore valide. Bon, là, je commence à partir. Les questions commencent à venir comme ça. Est-ce qu'il est possible de changer d'université au collège après avoir eu le visa? Oui, c'est possible. Je viens même de l'expliquer. Et si tu veux, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Va voir sur ma chaîne YouTube Alliance M Éducation comment changer de programme d'études au Canada. Mais sinon, oui, c'est possible. Si tu as commencé à l'université, ça ne fonctionne pas, tu veux changer pour le collège, tu refais une demande d'admission, tu refais une demande de CAQ, mais au moment de redemander un CAQ, tu vas devoir justifier pourquoi est-ce que tu quittes l'université pour le collège. Est-ce que c'est possible
de venir étudier au Canada pour la rentrée 2025. Oui, c'est possible, mais dans ce cas-là, on va essayer d'envisager les autres provinces et territoires autres que le Québec, par exemple Nouveau-Brunswick, Alberta, Ontario et autres, et aussi essayer de postuler dans le cadre du programme pilote pour les étudiants étrangers étudiant dans les communautés minoritairement francophones, parce que ce programme-là vous donne plus de possibilités de pouvoir obtenir la résidence permanente après 2 ans de formation. Ok, donc voilà. Donc les amis, je vais m'arrêter ici. Je vais aller à mes autres occupations. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir liké. Merci pour les cadeaux. Merci pour le partage du live. On se retrouve très prochainement pour un autre live sur TikTok ou sur YouTube. Pour les personnes qui se posent les questions à savoir... Est-ce que c'est mieux de continuer son projet d'études pour le Canada en 2025? Oui. Pour les personnes qui se demandent, est-ce que je peux changer de programme d'études une fois au Canada? Sachez que oui, c'est possible. Pour les personnes qui se demandent comment vérifier les délais de traitement pour le permis d'études, c'est quoi le délai de traitement pour le CAQ? Tout ça, j'ai déjà fait 1001 vidéos à ce sujet et mes vidéos sont tous sur YouTube. Sur YouTube, les vidéos sont faites d'une façon tutorielle où je me rends sur Google et je fais la démarche avec vous. Donc, je vous recommande d'aller sur ma chaîne YouTube Alliance M Éducation telle que c'est écrit sur TikTok et regarder la vidéo qui va répondre à votre question, soit sur le programme pilote qui vous donne la possibilité d'obtenir la résidence permanente et la possibilité d'étudier en français hors du Québec. La vidéo qui vous montre comment changer de programme ici, comment mettre à jour votre CAQ, comment vérifier si vous êtes admissible au permis de travail post-diplôme, comment, je sais pas, comment faire une demande d'admission au cégep, à l'université, c'est quoi les frais de scolarité et tout. Tout cela, j'ai fait 1001 vidéos détaillées sur YouTube et dans les prochains jours aussi, je continue toujours à faire des vidéos là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos questions dans les commentaires. Pour les personnes qui veulent discuter avec moi, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, vous abonner aussi. Et retrouvez-moi aussi sur Facebook, Alliance M Éducation. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour nouveau live, nouvelles vidéos. Bye bye les amis.